À Virage, aujourd'hui, on vous présente deux véhicules. La Porsche Taycan version GT Turbo, un véhicule de haute performance. Nous avons en studio le tout nouveau GMC Sierra EV version Denali, un véhicule assez dispendieux, mais on va être très élogieux avec ce véhicule. En chronique, nous avons des harnais pneumécaniques et aussi silencieux. Proto, beaucoup de nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Voilà, beaucoup de choses à Virage aujourd'hui. Pour en discuter, Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut messieurs. Salut mon cher. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, on commence évidemment avec le GMC Sierra que nous avons ici, un véhicule tout chaud, tout frais arrivé, évidemment qu'on a pu mettre la main dessus. Pas de GM Canada, mais un bon concessionnaire a bien voulu nous aider dans ce cas-ci à essayer ce tout nouveau véhicule. Et à venir jusqu'à maintenant, depuis que je roule avec ce véhicule, je suis assez impressionné parce que GM vient de relever la barre dans l'électrification avec ce Sierra. Si on regarde juste les chiffres en termes de puissance, autonomie, 628 km d'autonomie. D'emblée, il arrive à 628 km d'autonomie. Si vous faites, par exemple, un voyage, tout simplement à débarrer à 100 % la batterie pour aller à 740 km d'autonomie. Un ami a fait Saint-Georges-de-Beauce, aéroport de Montréal, aller-retour sans avoir à brancher le véhicule. Donc, on vient, encore une fois, comme je l'ai dit, de relever la barre dans l'électrification. Sans compter les roues de 24 pouces, sans compter le luxe, parce qu'on a la version Denali. C'est assez extraordinaire tout ce qu'on peut retrouver dans ce véhicule. Oui, mais tu l'as dit, on va établir tout de suite le fait que la version qu'on a en studio, c'est la version Denali. Donc, la version la plus haut de gamme. C'est certain que quand on embarque à bord, quand on regarde le véhicule, tu l'as dit, des roues de 24 pouces, le système sonore, tout est là, la qualité de finition intérieure. On est vraiment dans un niveau de haut luxe. On est aussi, bien, tu vas le dire, hein, mais on est aussi dans un niveau de haute facture, hein, parce que le véhicule qu'on a en studio vaut quand même 124 800 $ ou à peu près. Par contre, ce qui est intéressant, tu l'as mentionné, c'est la capacité qu'on a été capable de greffer à ce véhicule-là, parce qu'on est en présence d'un camion pick-up qui a des capacités de travail qui sont tout à fait équivalentes ou presque à un pick-up traditionnel. On parle d'une capacité de remorquage de 10 000 livres et contrairement à d'autres pick-up qu'on ne nommera pas, mais d'un autre fabricant américain, bien, on n'a pas réduit là, dans ce cas-ci. Chez Ford, bien, on a annoncé le Lightning à 10 000, puis on l'a baissé à 5 000 au bout de quelques mois. Celui-là, bien, jusqu'à maintenant, ça se prouve, 10 000 livres, ça se fait. Et on a vraiment tout mis en place pour que ce soit un véhicule pratique. Je ne parlerai pas de l'intérieur, je vais laisser ça à Jacques. Je vais te parler simplement du haillon arrière, qui est le fameux haillon intelligent qui se divise. Il faut passer 2-3 minutes à essayer de manipuler ce haillon multipro parce qu'il est quelque chose. Effectivement. Donc, il y a plein de fonctions. Donc, ça, c'est évidemment un élément pratique. Fait qu'au-delà du véhicule qui est extrêmement puissant, hein, 754 chevaux, 786 livres-pieds de couple, c'est énorme. Autonomie maximum de 740. C'est beaucoup, c'est vrai que c'est cher, mais on est capable d'aller chercher tout ce qu'un camion va faire et aller chercher un camion, ce luxe-là, qui n'est pas électrique, ouais, vous allez peut-être à 105 000. Les prises accessoires dans la boîte qu'on peut travailler avec le véhicule, même du 240, là, donc on peut alimenter quand même beaucoup de choses avec le véhicule et on peut allonger la boîte parce qu'on a fait un système qu'on avait déjà connu dans l'Avalanche, mais qui semble être de meilleure facture, où on peut enlever la vitre
et complètement faire en sorte que la boîte communique avec la cabine. C'est un point encore majeur du véhicule. Bref, les roues directionnelles en arrière, c'est un véhicule qui est même, malgré sa dimension, qui est très agile. Le crab walk qui a été greffé sur ce véhicule-là, donc comme le Hummer qui est capable de se déplacer latéralement jusqu'à 15 degrés. Mais je le répète, on a la version la plus haut de gamme et la plus équipée. Clairement, quand on arrivera avec des GMC Sierra électriques d'entrée de gamme, ne vous attendez pas à avoir cette liste. Du Silverado. Exactement. Donc, c'est comme tu dis, comme vous dites, messieurs, moi, tant qu'à avoir un GMC ici dans le studio, j'aime mieux avoir celui-là. C'est le plus beau, selon moi. Et Car and Driver prétendent que c'est peut-être le meilleur camion pick-up qui s'est jamais fabriqué. Alors, c'est pas à peu près, parce qu'eux autres aussi, ils ont plusieurs gens qui travaillent au niveau des essais des véhicules. Alors, quand j'ai fouillé un peu, je me souvenais pas, parce que ils sont arrivés au monde avant moi, la GMC, ils sont venus au monde en 1902. Alors, c'est une compagnie qui a au-delà de 100 ans. Alors, GMC sont là depuis justement 1902. C'est construit à Détroit, au Michigan, et je pense que c'est une bonne usine pour le camion, pour GM. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on dit qu'on est en train d'étendre la distribution en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Chine et en Australie. Fait que, ils ont besoin d'en produire quelques-uns pour être capables de couvrir un peu partout sur la planète où c'est qu'on veut avoir ces types de véhicules-là. Bien que je puisse poser la question à savoir cette grosseur-là en Chine, je suis pas sûr qu'ils vont avoir tant que ça. Peut-être pas toutes, mais ils doivent avoir des régions, eux autres aussi étendues, qu'on peut aller essayer. Ils doivent avoir des banlieues. Alors, au niveau de la puissance, vous en avez parlé, c'est 760 chevaux, 785 livres de torque. C'est renversant quand tu as un véhicule de cette dimension-là, de ce poids-là, qui est capable de faire du 0-100 en bas de 5 secondes, ou même dans certains cas en bas de 4 secondes. Alors ça, c'est drôlement intéressant. Capacité de remorquage que vous avez dit tout à l'heure, autour de 10 000 livres. Moi, je le trouve vraiment, vraiment super. Et quand on monte à bord du véhicule, c'est drôlement impressionnant, tout l'espace qu'il peut y avoir et tous les bourrures qu'il y a, si on veut. Comment c'est que c'est beau au niveau des coussins, au niveau des sièges. C'est vraiment, vraiment un très beau véhicule. Est-ce qu'on aime tout ça ou pas? Moi, j'aime ça. J'aime ça. Tant qu'en avoir un, c'est ça. Mais c'est certain que si j'ai besoin d'aller magasiner en ville et que j'ai besoin d'aller dans les garages souterrains, c'est pas ça que je vais prendre. C'est parce que je vais être en difficulté tout à l'heure. Et même si les roues arrière tournent autant que pas autant que les roues avant, mais quand même, que tu appelles le crawl, je pense que tu as de la misère quand même à t'installer juste entre les poteaux qu'il y a pour soutenir les garages souterrains. Alors, moi, j'aime le véhicule, j'aime pour l'espace, suspension, la douceur de roulement. Je m'en achèterais peut-être pas un parce que je n'en ai pas besoin. Mais je te prie de te dire que, est-ce que j'achète un Hummer? Est-ce que j'achète ça? Non, ça se compare pas. À moins que tu aimes le style Hummer et que tu vas avoir un Hummer. C'est pas des véhicules. Avec tout ce que ça amène. Ça, c'est à un niveau exceptionnel. Moi, c'est le meilleur véhicule électrique que j'ai essayé à date. Puis j'ai fait l'essai du Cybertruck il n'y a pas longtemps. J'ai été impressionné par le Cybertruck, je l'admets, la douceur de roulement, l'insonorisation, la construction. Probablement que ça va durer longtemps, le Cybertruck, sans aucun problème. Mais il y a des choses que j'aime moins, comme qui sont dérangeantes, la forme du véhicule, etc., etc. Mais celui-là, c'est à un autre niveau. Ouais. Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai camion. Contrairement au Cybertruck, qui a l'air d'une soucoupe volante, là, on va se le dire, puis qu'on a volontairement mis aussi excentrique que ça. T'sais, le seul essuie-glace en avant qui vaut 500$, à un moment donné, on a fait... Ça, c'est pas ça. Ça, c'est le véhicule sans compromis. C'est un camion comme on est habitué. Oui, on a mis un grand écran à l'intérieur pour le système d'infodivertissement. C'est la nouvelle tendance, c'est là qu'on s'en va. C'est ce qu'on a fait avec ça. Toutes les autres fonctionnalités sont celles d'un véhicule traditionnel, d'un camion pick-up traditionnel. C'est ça l'avantage de ce véhicule-là, c'est qu'il ne te demande pas une habitude différente en matière de conduite. Il est capable de répondre à peu près aux mêmes exigences qu'un camion pick-up traditionnel. Et en plus, il est électrique et il te fournit la puissance. Jacques l'a dit, là, un 0-100 en bas de 5 secondes pour un véhicule qui fait 10 500 livres.
Il n'y en a pas tant que ça, là. Et un bon mot pour la suspension Air Ride qui fait un travail exceptionnel, elle aussi. Donc, ça te donne un confort parce que ça analyse la route. Le système d'infodivertissement à l'intérieur, c'est le même qu'en l'essence. Donc, GM a une nouvelle génération. Ouais, Encore une super. fois, c'est vraiment très bien. Il y a tous les modes de conduite que vous pouvez imaginer. Il y a une chose que GM, là, j'ai beaucoup de difficultés. C'est qu'il arrête de me faire brasser les faufounes. Il arrête de nous faire shaker les fesses avec les avertissements. Là. Moi, je suis tanné. Là, dans le siège, l'avertissement de précollision ou de changement de voie, n'importe quoi qu'on est habitué d'avoir, une vibration dans le volant, bien, c'est une vibration dans les fesses. Le siège vibre et je suis plus capable. Moi, je suis plus capable de ce système-là. D'abord, en plus, il devrait brasser d'un côté ou de l'autre. Moi, je le sens partout. Fait que je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, mais ce système-là, moi, je suis plus capable. Il faut qu'on change le système. Revenez sur le volant, faites un système sonore, mais changez ça, moi, là. Le massage des fesses à tout bout de champ. Tu fais le saut. Moi, non. Tu as une sensibilité très développée. Peut-être une sensibilité du popotin accru, mais ça, c'est un système que je pense qu'on devrait changer. Une chose qu'on n'a pas parlé, c'est la dimension du coffre en avant aussi. Oui, 300 quelques litres, oui. Hey, tu peux presque coucher dedans, si tu voulais, au niveau espace. C'est un côté très, très pratique parce que tu arrives avec des objets, quelque chose du genre, tu vas, je ne sais pas à quelle place, tu as des vêtements mouillés, n'importe quoi, ouvre ça, mets ça en avant. Puis, tu n'as pas tout ça à l'intérieur de la cabine pour justement déranger ou salir l'intérieur. Et en terminant, c'est la plateforme Ultium qui est utilisée parce qu'avec la plateforme Ultium, on avait développé 5 motorisations, 5 groupes propulseurs également, donc des moteurs électriques doubles, ce qui est utilisé pour ce véhicule-là. Ce qui permet la recharge rapide, il faut le dire, hein, jusqu'à 350 kW. Et c'est ça, la recharge rapide, là, 350, si on trouve une borne qui pousse 350, 160 km en 10 minutes. Donc, c'est très, très rapide. Alors, évidemment, le reste, c'est une énorme batterie, donc c'est quand même assez long pour la recharge avec un niveau 2. Bien sûr, puis n'utilisez pas le niveau 1 là, à la maison. Ça, mais pas éligible pour la subvention. Pas éligible à la subvention. Éligible à payer. Merci. Merci, messieurs. Voilà, on s'arrête en virage et on vous revient. Restez avec nous. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes présentement chez Silencieux Proto. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Pouliot, copropriétaire ici chez Silencieux Proto. Bienvenue à Virage. Bonjour, Daniel. Faut dire que l'autre copropriétaire, Guillaume, est juste en arrière de nous. Oh, il n'est jamais bien loin. Il travaille à la production présentement. Mais justement, on va parler de la fabrication de pièces. Guillaume est bien impliqué, ton frère, dans la fabrication de nouvelles pièces parce que c'est une de vos forces. Vous faites vous-même et vous fabriquez vous-même ici vos pièces. Oui, comme on l'a dit, je pense, dans la chronique précédente, il y a beaucoup des pièces qu'on crée ici. Soit parce qu'elles n'existent pas, trop récentes, à cause du Québec, comme on s'en est déjà parlé, soit pour sauver des pièces beaucoup trop dispendieuses. Donc, faire un demi-morceau ou une bague ou tout ça. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire des séries, les plus grosses séries possibles avec la demande pour chaque véhicule. Ça peut être des séries de 10, des séries de 20, même parfois des séries de 100. Okay. Donc, tout ça part d'une barre, un tuyau de 10 pieds, qu'on coupe la bonne dimension. Ensuite, on a toutes nos courbures sur des fiches. On courbe le tuyau aux bons endroits, au bon degré. Après ça, parfois réduire le bout, agrandir l'autre bout, toutes sortes de choses à modifier. Après ça, on crée nos braquettes avec des machines qu'on a. Là, c'est la tige de métal qu'on vient plier soit à 90 degrés, 120 degrés pour la longueur que le morceau a besoin. En vous basant sur la composante d'origine que vous avez. C'est ça. Évidemment. Puis, on a des centaines de gabarits où on vient placer tout ce que je viens de vous nommer dans le but de le souder tout ensemble. Puis, à la fin de la journée, bien, c'est une série de morceaux prêts à poser sur l'auto. Moi, ce qui me fascine, là, Jean-Philippe, c'est que tu vois arriver
tout le temps des nouveaux modèles, des nouvelles pièces. Puis là, il faut que vous mettiez au travail. Fait que là, on fabrique la nouvelle pièce. Là, ici, il y a... explique-moi, là, il y a un Santa Fe 2019. Tu me dis, moi, j'ai dit 2019. Oui, là, toi, t'es pas surpris que ça soit du 2019. Là, quelques mois, moi, je suis un peu surpris, mais tu sais, c'est dans l'allure normale des choses. C'est ça. Comme vous pouvez voir, là, il y a un trou de 4 pouces sur un véhicule 2019 de Hyundai. Mais il n'y a pas juste Hyundai, là, toutes les marques ont leurs problèmes, là. Mais ça, il y a eu beaucoup de Santa Fe qui ont été vendus au Québec. Ouais. Donc, dans notre marché, dans les prochaines années, c'est sûr que ça fait partie de nos prochains clients. Puis tu es capable de voir qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Oui, souvent, de la manière qui est placée sur le véhicule, c'est là que l'eau se ramasse, là que le calcium se ramasse, la sludge qui va se packer entre le bumper puis avec la puis chaleur. le muffler. Donc, ils vont tous arriver pareil. Oui, c'est ça. La plupart, en tout cas. La plupart. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, c'est pas lui, là. Mais là, vous vous mettez au travail. Hop, nouvelle pièce, nouveau... Bien, c'est comme un nouveau client, on ouvre un nouveau dossier. C'est ça. Là, c'est pas nécessairement ça, mais ça va être un silencieux qui va avoir à peu près les dimensions, qu'il va falloir que la sortie et l'entrée soient à la même place, qu'on va venir souder des braquettes pour venir le mettre sur le véhicule et que ça fonctionne. Puis, si ça continue comme ça, les Santa Fe, s'en est vendu beaucoup, ou d'autres modèles, bien là, on va les faire à coup de 10, à coup de 15, à coup de 20. Fait que là, vous allez en faire d'avance. Les gens n'entendront pas, ça fait que ça va ressembler un peu à cette composante-là. Ça ressemble plus à ça, mais une fois rendu en dessous du véhicule, ça paraît pas. Est-ce que... bon, c'est vrai que c'est de la composante, vous avez la chance de faire tout ici, mais il y a des modèles qui ont une chance que vous faites ici parce que ça n'existerait pas, là, ouais, dans la pièce de remplacement. C'est ça, dans le cas d'une Volkswagen, admettons, là, c'est peut-être que le problème est réglé, mais la pièce n'était pas disponible chez le manufacturier. Et ceux-là qui vendent des pièces de remplacement n'étaient pas encore créés. Donc, on l'a créé, puis à cause de ça, une Volkswagen Golf 2015 peut encore rouler sur nos routes. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait. Par curiosité, combien de temps vous gardez vos gabarits là, pour faire des pièces comme ça? Parce que tu m'as dit que tu avais des gabarits ici de Grand Dame 94. Oui, bien là, nous autres, on a acheté la compagnie d'une famille qui faisait ça depuis 60 ans. OK. Puis d'après moi, il y a peut-être des gabarits ici qui ont 30 ans, mais ils prennent pas tant de place. On les garde. On ne sait jamais, mais c'est sûr que ça va finir par être À un mieux. moment donné, ça peut aider. Guillaume est en production présentement. Tu disais que tu fais des séries de 10, de 20, de 30. Sur tous les modèles, est-ce que ça arrive que vous tombez si vous tombez sans pièces de remplacement en inventaire, vous êtes capable de la fabriquer là, sur place, tout de suite? Le client n'entend pas. Le but d'avoir l'inventaire, c'est vraiment qu'on n'ait pas besoin de plier et de faire tout ce que je vous ai dit tantôt pendant que le véhicule est ici. OK. La pièce est prête. On fait ce qu'on a à faire. On met la nouvelle pièce, puis le véhicule est prêt. C'est pas long. Puis de le faire ici, il y a un avantage majeur. Bien, moi, je pense que l'avantage, c'est les coûts pour le client. Parce qu'en le faisant des séries de 100, bien, ça réduit énormément les coûts. Puis ça vient tout de suite donner... c'est dans les poches du client. Puis vous vous ajustez au fur et à mesure. S'il y a un modèle que vous voyez qui commence à rentrer à un rythme assez effréné, mais là, vous mettez sur la production de cette composante-là. Absolument. Explique-moi un peu votre procédé. Si on veut venir vous voir, si on a un petit bruit, un doute avec notre silencieux, on prend rendez-vous à quelle place? Vous prenez rendez-vous On prend pas. au 100 rendez-vous. C'est ça, il n'y a pas de rendez-vous. C'est pas comme dans les cliniques, c'est un rendez-vous qu'il faut prendre un rendez-vous. Nous autres, c'est pas de rendez-vous. Pas juste pas de rendez-vous, on n'en prend pas de rendez-vous. OK, voilà, ça règle C'est le problème. premier arrivé, premier servi. On se présente. On donne un bon service, évaluation gratuite, des bons prix, pas de rendez-vous, venez nous voir. On fait la file, et dans la file, c'est pas long, là. Même s'il y a 3-4 voitures en avant, ça va rapidement et rondement. Oh, oui, de la façon que c'est organisé avec le nombre d'installateurs qu'on a, là, ça va très bien. Jean-Philippe Pouliot, merci. Merci à ton frère en arrière qui travaille fort. Et on vient voir ici chez Silencieux Proto. Merci, Daniel. Cette chronique vous a été présentée par Les Silencieux Proto, votre expert silencieux à Québec et Lévis.
Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, tu commences avec quoi aujourd'hui? Je commence avec Mazda. Tu te rappelleras peut-être qu'au Salon de la mobilité de Tokyo, parce que ça ne s'appelle plus le Salon de l'auto, on nous a présenté un concept qui s'appelait le concept SP. Un concept qui était largement inspiré de ce que la RX-7 et la RX-8 proposaient auparavant. Eh bien, écoute, on a décidé qu'on était pour le produire. La bonne nouvelle, c'est qu'il va être produit avec un moteur à essence et un moteur rotatif pour prolonger l'autonomie, parce que ça va être un véhicule, moteur électrique plutôt, et moteur rotatif pour prolonger l'autonomie, parce que ça va être Ça fait combien de temps qu'on entend parler du moteur rotatif prolongateur d'autonomie chez Mazda? Ça marche dans le MX-30 en Europe. Déjà, oui, ça fonctionne, mais nous, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu le Skyactiv. Est-ce qu'on va voir ça? On n'a pas vu le Skyactiv X non plus. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs qu'on ne voit pas de Mazda. Donc, on va souhaiter que ce véhicule-là traverse, évidemment, chez nous. La question, c'est qu'on n'a ni date, ni détail sur le véhicule lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est la confirmation qu'on a eue que le véhicule serait produit. Une question comme ça qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on ne voit pas la prochaine MX-5? Est-ce qu'on pourrait faire une version toit dur de la MX-5? C'est probablement ce que les rumeurs veulent, c'est-à-dire que effectivement, ce serait une version électrique de la petite MX-5, beaucoup plus grosse cependant, donc on va probablement l'adapter en conséquence. Mais encore une fois, on est dans le très, très préliminaire, là. On a simplement eu la confirmation que le véhicule serait produit. Grande nouvelle du côté de chez Cadillac, hein, on multiplie les modèles du côté de chez Cadillac. Le Cadillac Vistik qu'on a présenté récemment, un grand véhicule, 3 rangées, 7 passagers, 100% électrique. Ça vient comme remplacer, entre autres, un peu ce qui existait déjà, mais dans une version moins... on n'est pas escalade. C'est pas une escalade. C'est ça. On n'est pas escalade. On est dans quelque chose de différent. On est même... Écoute, on a même été... XT6, ça remplace le XT6? Presque raisonnable. Au lieu d'avoir le gros écran de 55 pouces, on l'a réduit à 33 seulement dans le cas du Vistik. Bien évidemment, on joue beaucoup avec le confort rangé à l'arrière. Il y aura probablement des sièges chauffants même dans la 3e rangée. Alors, on joue vraiment la carte là, de tout ce qu'on veut. Des roues de 23 pouces sur les versions Platinum. Tu sais, on joue vraiment le grand luxe. Donc, un véhicule qui va arriver au cours des prochains mois. Un véhicule qui est joli, il faut le dire, dont le look est particulièrement intéressant. Batterie 102 kWh, on est capable de récupérer 127 km d'autonomie en 10 minutes, donc c'est quand même extrêmement intéressant. 483, c'est la cote pour le moment en termes d'autonomie finale pour ça. Cependant, du côté de chez Cadillac, tout n'est pas rose, hein. Les ventes sont en baisse, 12 aux États-Unis, 2 de baisse au Canada. On a donc décidé qu'on abandonnait certains modèles, dont le XT4, qui va être abandonné, mais c'est pour une bonne cause, parce qu'il est assemblé, en fait, dans la même usine où était assemblée la Malibu, à Fairfax, au Kansas, et cette usine-là va être complètement réutilisée pour fabriquer la Chevrolet Bolt. Alors, enfin, on a un peu d'avenir pour la Bolt, parce que ça fait longtemps qu'on nous en parle. Alors là, on a confirmé qu'effectivement, la voiture s'est fabriquée là-bas à la fin de 2025. Est-ce qu'elle sera seule? Parce que c'est 2 lignes de montage. Oui, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va de toute façon se passer avec cette Bolt-là. On ne sait pas si elle sera fabriquée sur la base de l'Ultium ou autrement. Il y a encore plein de questions là-dessus aussi, mais bon, que veux-tu? Mais au moins, on sait qu'il y a de l'avenir. Maintenant on sait à quel point c'est modulable et à quel point on peut travailler la plateforme Ultium avec les groupes motopropulseurs qu'on a développés spécifiquement pour les véhicules électriques, je suis persuadé que la Bolt, ça va être... oui, moi aussi. Ça va utiliser un de ces systèmes-là. La question, en fait, c'est plus au niveau de la batterie. Est-ce qu'on va y aller sur des LFP, par exemple, qui sont moins dispendieuses, ou des batteries peut-être plus petites qui permettraient, oui, de réduire l'autonomie, mais réduire le coût de vente, en tout cas. Bref, c'est toutes là les questions. On ne sait pas ce qui va se passer là-dessus. Écoute, une nouvelle qui va faire plaisir à notre ami Jacques Bienvenu. Hyundai, les gens de Hyundai qui ont dit on a fait une erreur de remplacer tous nos boutons par des écrans. On n'aurait pas dû aller aussi rapidement. Bon, évidemment, c'est le responsable du design en Amérique du Nord. Écoute, Haksu, hein? Je voulais juste être sûr d'avoir le nom comme il faut, qui dit qu'effectivement, les gens ont manifesté le fait qu'ils étaient agacés par la perte des boutons. Cependant, désolé de vous dire que ça ne changera pas. On va quand même garder les écrans. On va juste essayer de perfectionner davantage les commandes vocales. Donc, du côté de chez Hyundai, on s'en va vers cette tendance-là. Et pour avoir conduit le Volvo EX30, je peux dire que l'écran tout seul,
Je m'ennuie des boutons, moi aussi. Alors, je trouve que c'est une bonne décision que Hyundai décide au moins de prendre une autre tangente. Mais ça va assez bien chez Volvo, en tout cas. Ouais, écoute, moi, je me suis battu avec l'écran. On pourrait en parler longuement. Véhicule chinois, on le sait, hein, surtaxe 100 il y aura vraisemblablement une surtaxe aussi sur des composantes, ce qui a fait reculer BYD, finalement, qui était en pourparlers avec le gouvernement canadien, qui avait désigné des gens, des lobbyistes pour aller discuter avec le gouvernement canadien. Bien, les discussions sont terminées. BYD a décidé qu'il se retirait du Canada pour le moment. Donc, évidemment, ce n'est pas pour demain qu'on va les voir. Cependant, la solution, ce serait d'avoir des usines nord-américaines et, bien sûr, là, de pouvoir, à ce moment-là, amener des voitures. C'est la rumeur que BYD travaille sur un projet aux États-Unis. Exactement. Et là, à ce moment-là, si le véhicule est construit aux États-Unis, il n'y aura pas la taxe pour rentrer au Canada. Donc, ça va être les normes en vigueur présentement. Exactement. Mais évidemment, il n'y aura rien de confirmé. Et une dernière nouvelle qui est peut-être un peu moins le fun. Nissan, ça ne va pas très bien. Les ventes ne vont pas très bien. On coupe 9000 emplois et on vend 10 des parts de Mitsubishi. On était propriétaire d'un certain nombre de parts, donc on va vendre ça pour récupérer des sous pour être capable d'assurer notre fonctionnement. On ne sait pas à qui. Honda semble très, très proche pour faire l'achat de ça. Il n'y a pas eu de confirmation encore, mais ça sonne comme ça, effectivement. Donc, il y aura quand même des changements importants du côté de chez Nissan. On sait que les ventes ne sont pas particulièrement à la hausse de ce côté-là. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Alors, j'ai fait l'essai de la Porsche Taycan Turbo GT, un véhicule ultra puissant. On regarde ça à l'instant et on vous revient. Porsche nous a invités à Toronto afin de faire l'essai de leur tout premier véhicule électrique 100% la Taycan, mais dans sa deuxième génération déjà, on a retravaillé énormément la Taycan au niveau design extérieur, intérieur. On a amélioré aussi la plateforme plus rigide. On a conservé ses atouts majeurs, c'est-à-dire son long empattement, sa voie très large et ses performances exceptionnelles. Justement, en parlant de performance, qu'est-ce qu'on a amélioré? Bien, c'est la chimie de la batterie, la grosseur de la batterie. Donc, une batterie de 93,4 kWh passe à 105, ce qui fait qu'on va dépasser les 650 km d'autonomie pour ce véhicule-ci et une recharge encore plus rapide puisque le véhicule est monté sur une plateforme de 800 volts. Bien là, on va être capable d'aller chercher 30 en 5 minutes, ce qui est assez considérable. Donc, évidemment, autonomie améliorée. Oui, la recharge améliorée. Mais ce qu'on voulait, c'est d'apporter de la performance. Elle est disponible encore en plusieurs versions, donc 4S, Turbo, Turbo S et une nouvelle version que nous avons ici, la Turbo GT, toujours disponible en 2 configurations différentes. Donc, la version traditionnelle que nous avons ici, qu'on peut appeler sedan, et aussi une version plus familiale avec, évidemment, plus d'espace en arrière, son genre de système à haillons. Ce qui m'intéresse, bien, c'est la Turbo GT qu'il y a ici. Et là, on a fait tout un travail. On a voulu amener les performances à un niveau jamais égalé du côté de chez Porsche et peut-être de l'industrie automobile au complet. Si on regarde côté design, bien sûr qu'on a amélioré des petites choses, mais ce qu'il faut remarquer sur cette version-ci, c'est toute l'aérodynamisme qu'on a ajouté au véhicule fonctionnel. Donc, les ailettes de chaque côté, tout ce qu'on voit est fonctionnel sur le véhicule et nécessaire dû aux performances. Moulure de bas de caisse, appliqué carbone. À l'arrière, c'est tout simplement sublime le dessin qu'on a réussi à faire. Le Porsche rétro-éclairé, les lumières, la petite aileron aussi en fibre de carbone. Alors, toute l'aérodynamisme. Là, devant, bien, on regarde le pare-choc, c'est modifié de ce qu'on connaissait sur la Taycan. Les phares HD Matrix qui sont tout simplement sublimes à 4 brins. Une référence dans l'industrie automobile, probablement les meilleurs de l'industrie. On pourrait faire une chronique juste sur ces phares-là, tellement ils sont exceptionnels. Et ça devient maintenant le nouveau design. On reconnaît Porsche par ces phares-là. Donc, on s'est trouvé justement une signature de phare qu'on devrait garder du côté de chez Porsche. Si on regarde les performances de la Turbo GT, bien, écoutez, on a monté ça à un niveau exceptionnel, 777 chevaux, près de 1000 livres de coupe. Ça avance, merci. Là où c'est assez spectaculaire, c'est qu'on a un système de lancement sur le véhicule, donc un bouton puissance, et lorsqu'on active pleine puissance en mode Sport Plus, ça nous donne 1092 chevaux. 1092 chevaux.
Et on peut faire le 0-100, attention, avertissement en 2,3 secondes. Et c'est pas une blague, c'est vrai. Je l'ai essayé, c'est assez violent, merci. Même que je vous conseille d'appuyer votre tête sur l'appui-tête lorsque vous appuyez à fond parce que c'est d'une violence inouïe. Quelle performance extrême. Tout ça avec un contrôle sain du véhicule. Le véhicule reste en ligne droite. Donc, il y a vraiment le contrôle de la traction qu'on a et tous les systèmes de contrôle du véhicule avec la nouvelle suspension pneumatique à air sur ce véhicule-là qui s'ajuste selon les conditions, selon la puissance, selon le mode de conduite. Tout est à peu près parfait et on sait qu'en 2025-2024, on a amélioré les systèmes informatiques. Donc, tous les systèmes de gestion, de contrôle du véhicule ont été encore une fois améliorés, poussés encore plus loin, ce qui fait en sorte que la Turbo GT est probablement l'une des meilleures sportives dans le véhicule électrique, sans aucun doute. Porsche a fait un travail phénoménal. Quelle belle voiture! On a amélioré aussi l'intérieur, donc le cockpit à l'intérieur, bloc instrument, console centrale, le confort. On peut l'avoir dans plusieurs configurations, dont une nouvelle couleur qui est assez spectaculaire ici. Bref, on va vous en reparler peut-être plus en détail, mais cette nouvelle Taycan de deuxième génération, Turbo GT, ça impressionne et ça déménage. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, Danny, on voit qu'on a beaucoup de choses à jaser dans cette chronique mécanique d'entretien. Les freins, on va parler de courroies, mais des freins, on va aller un petit peu plus loin, Danny. Effectivement, parce que dans les quelques chroniques ultérieures, on a parlé de l'entretien des freins, comment c'est important de bien lubrifier les étriers, sabler les plaquettes, les disques pour avoir un bon freinage. Par contre, il y a autre chose au niveau de l'entretien de frein pour les véhicules, puis c'est le liquide de freinage. Puis j'ai bien dit liquide parce que souvent, les gens vont dire l'huile à frein. C'est pas une huile, c'est vraiment un liquide. Et ce liquide-là doit être remplacé à l'occasion, dépendamment des fabricants, 2, 3 ans. Des fois, il y en a qui vont y aller au kilométrage aussi. Bien, je vois, moi, de plus en plus dans l'industrie automobile qu'on réduit le temps. Là, on en voit à du 40 puis à du 60 000 km. Là, on commence à en voir plus fréquent. Puis, surtout au Québec, c'est normal. Très bon point, Daniel. Puis, ce qui arrive, c'est que ce liquide de frein-là, une fois que l'humidité s'est emparée du liquide, mais là, on va avoir un fonctionnement qui ne sera pas très maximum, si on peut dire, au niveau du freinage. On s'entend, le freinage, beaucoup de tuyaux, un mètre cylindre qui va permettre d'aller pousser ou de mettre de l'emphase sur les étriers pour le freinage. Si le liquide de frein est contaminé, malheureusement, notre freinage va être diminué, va être beaucoup moins efficace. Puis souvent, ce que ça crée, c'est que l'étrier ne reprendra pas sa place de départ. Ce que ça va produire, c'est qu'on va user les freins prématurément. Puis je vous dirais que chez Desharnais, de plus en plus, on prend le temps de regarder ça, on regarde ça adéquatement. Pourquoi? Parce que les gens reviennent, 22 000 km, on est obligé de refaire les freins. Non, il faut se poser une question. Oui, le véhicule qui a de l'âge va user les freins un peu plus rapidement, mais pas la moitié du temps. Donc, il faut prendre le temps d'expertiser un peu plus loin puis d'aller chercher des réponses comme ce qu'on parle ici, les boyaux. Les boyaux vont se désagréger. Des fois, on va remplacer seulement la section du boyau qui vient à l'étrier, parce que c'est lui qui travaille, qui est souvent très sollicité. Fait qu'un changement de boyau, changement de liquide de frein permet de prolonger la durée de vie des freins. Bien important, ça, ces composantes-là. J'aime ça que tu aies apporté un étrier de Mitsubishi Mirai, ça? Oui, exactement. Mirage, peut-être. Plus Dodge Ram 2500, 3500, légèrement un peu plus gros. Ça, c'est vraiment le fun. Si on regarde les courroies maintenant, il y a du nouveau dans du nouveau. Je dirais qu'on fait les choses différemment maintenant, de façon plus complète lorsqu'on change les courroies.
Puis la raison est simple. Si on parle de la courroie multifonction qui va permettre d'amener le courant, qui va permettre de recharger la batterie, ces choses-là, si on recule pas de 20 ans, si on recule de quelques années, les gens avaient tendance « Ah, la courroie brise ». Parce que c'est souvent quand la courroie brise puis qu'on manque d'énergie pour se rendre au garage que là, on la remplace. Malheureusement, on remplace la courroie et 12, 15, 20 000 kilomètres après, la courroie est en train encore de se désagréger. On a encore une problématique. Mais la problématique provient des tensionneurs, provient des poulies. Pourquoi? Un léger désalignement, on s'entend, ça tourne énormément rapidement, ces courroies-là. Donc, c'est important de... Pourquoi que la courroie d'origine va durer 60, jusqu'à 60, 70 000 km? On remplace la courroie, elle fait 10 000 km. Il y a une problématique. Donc, de prendre le temps de remplacer, puis pas pour un coût beaucoup plus grand, là. C'est vraiment très proche au niveau des coûts. Ça nous permet de remplacer la courroie, les tensionneurs et d'avoir une garantie prolongée pour la durée de vie de la courroie. C'est une bonne idée, ça. Effectivement. Celle-ci, elle est un peu plus problématique quand elle brise. Puis malheureusement, aucun aspect visuel. Cette courroie-là se retrouve à l'intérieur du moteur. Là, les gens ils vont dire « Ouais, moi, j'ai pas une courroie en caoutchouc, j'ai une chaîne. » Effectivement, c'est environ 60-40. Au niveau, là, moi, on va dire moitié-moitié, ça va être plus simple. On a encore beaucoup de caoutchouc dans l'industrie. Les modèles plus forts, les moteurs plus forts, souvent, vont avoir des chaînes. Par contre, les gens vont dire « On remplace ça quand? » On remplace ça avec les spécifications du fabricant. Si votre fabricant automobile dit 100 000 km, les gens qui étirent ça à 140, 160, là, on met à risque d'autres composantes du moteur. Là, on parle de piston, on parle de soupape, parce qu'une courroie d'entraînement qui casse comme ça va venir briser, malheureusement, l'intérieur du moteur. Fait que c'est un remplacement préventif. Ça va venir avec la pompe à eau, ça vient avec d'autres composantes qu'on va remplacer parce que, comme je t'explique, il y a du temps en arrière de ce travail-là. Fait que quand on est rendu là, on est mieux de remplacer toutes les pièces. Oui, parce que là, le travail est fait complet, puis on n'aura pas de mauvaises surprises. Ce qu'il faut, et ce que moi je remarque, c'est à quel point les composantes de pièces, on a réussi à faire un travail complet. Oui. Maintenant, on dit, c'est beau de vouloir sauver juste à mettre une courroie, mais là, c'est plus assez. Là. On va vous proposer des solutions complètes, puis ça, j'aime ça. Bien, si on veut être en mesure, un garage comme Desharnais, si on veut être en mesure de garantir nos travaux, être en mesure de donner un service adéquat à notre clientèle, on se doit d'offrir des solutions comme on a ici. Parce que de changer des courroies, n'importe qui est capable de faire ça. De changer des courroies, de prolonger la durée de vie de la courroie, puis s'assurer de donner un bon service puis un bon rendement. Je pense qu'on doit travailler dans cette optique-là. Danny Bellil, merci beaucoup. Merci, Daniel. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions, commentaires. Merci de le faire en grand nombre. Merci d'avoir demandé autant de billets pour le Salon du véhicule électrique. Je suis encore à tout enlever les noms des gens qui n'ont pas gagné, mais M. Lapointe, M. Thomasin, M. Girard, M. Tremblay et autres, merci d'avoir laissé de nombreux messages. C'est fort apprécié, évidemment. Question pour Jacques, M. Thomasin, justement, qui dit « En 1969, Jacques, oui. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu un slalom à Fleur-de-Lys, place Fleur-de-Lys, que ça s'appelait à l'époque? Quelle auto tu conduisais? Wow! Ça, on s'en va dans ta mémoire. Oui, il faut que j'aille en arrière. Si ma mémoire est fidèle, j'avais une Porsche 911 R 1968 et qui était une bonne voiture, mais si je me souviens bien, je m'étais fait battre par une Lotus et un petit Mini Cooper S là, qui passait partout. Et c'était vraiment nerveux comme véhicule, mais j'avais une bonne voiture. Troisième place, si tu te souviens bien? J'étais troisième. OK. Ouais. Il aimerait mieux pas s'en souvenir, là, mais il a fini troisième. C'est des bons souvenirs parce que l'organisation était superbe. Et j'étais membre du club
d'un club ici à Québec qui m'échappe, le nom m'échappe d'un coup sec, là, mais c'est le club Cerf. Okay. Alors, et je suis encore membre de ce club-là. Ouais. Bon, tant mieux. Ouais. Monsieur Raymond, il veut savoir, un RAV4 Prime, pour son utilisation personnelle, il manque 15 km. Lequel des véhicules branchables je devrais choisir? Et un véhicule branchable avec 75 km, ça devrait être... C'est une voiture parfaite, selon Monsieur Raymond. C'est le meilleur des deux mondes. Vous devriez le conseiller à votre public. Des 75 km, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas du tout, en fait, officiellement. Parce que le RAV4, techniquement, est à 70, 68 à 70. Le Outlander est à 63. Fait qu'il n'y en a pas officiellement qui sont à 75 km pour le moment au niveau des hybrides branchables. Mercedes, GLC... Oui, il y a le GLC, c'est vrai. Puis il y a qui vient d'arriver. Il y a un BMW aussi qui fait... 85, même. GM est dans les... Si la mémoire est fidèle, c'est GM qui a le plus haut kilométrage. Dans le branchable. Dans le branchable avec la Volt. Ah, moi, parce qu'on parle d'hybride branchable. Hybride branchable, actuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que oui, on est d'accord avec vous que le 75-80, c'est idéal. Le problème, c'est de le trouver. Il faut aller dans le luxe avec Mercedes. Puis, mais effectivement, on va être franc, avec le RAV4 Prime, on est capable d'aller jusqu'à 75. Même chose avec l'Outlander PHEV. C'est vrai, en été, quand il fait beau, ça va être beaucoup moins vrai au mois de janvier quand il va faire moins vrai. Absolument. Yves, il dit qu'il est tombé en amour avec le Charger que l'on a vu au salon de l'auto, du salon du véhicule électrique. Bon, comme la version électrique sera trop chère, est-ce qu'on a les prix de la version à essence? On n'a pas le prix, mais on a une bonne nouvelle. Le V6 va arriver 6 mois plus vite qu'il ne l'avait d'abord été annoncé. Alors, on n'a pas le prix officiel encore, mais ça ne saurait tarder parce que on va parler d'une arrivée beaucoup plus rapide que prévu. Là. Donc, surveillez ça au cours des prochaines semaines, prochains mois. Ça devrait arriver bientôt. C'est une mécanique qu'ils ont. C'est vraiment plus rapide pour être capable de produire ce véhicule-là qui devrait avoir une bonne... Bien, ça va être le 6 en ligne Huracan qu'on va mettre dedans. C'est sûr. C'est une bonne nouvelle. Ça risque d'être drôlement intéressant. Un beau véhicule qui va frapper un tas de gens. Là, Charger, 2 portes. En plus, oui. Allô, un plus un fait 2. On arrête de mélanger toutes les affaires. Là. On en revient à la base. Ce que ça a dû être quand le véhicule est sorti départ, sous le nom de Charger. En tout cas, ça, c'est un autre débat, puis on aime ça le faire. Mais on est tous d'accord avec celui-là, par exemple. On est tous d'accord avec celui-là. On est d'accord. Le bon nom, le bon véhicule. C'est le fun quand le bon nom est appliqué sur le bon véhicule. J'aime ça. Sylvain, je pense acheter un Lyriq de Cadillac versus un Q4. Ce qu'il y a... c'est quoi qu'on choisit entre les deux véhicules? Ça fait 2-3 fois que cette question revient. Ces deux véhicules-là sont nez à nez. Moi, ce serait de Lyriq immédiatement. Je n'irais pas vers le Q4 autant que Audi ont des véhicules intéressants, mais le Q4, ça ressemble beaucoup au Volkswagen A4, ça. ID4? ID4, c'est-à-dire. Oui, c'est un ID4 bien dimanche. C'est la même plateforme. Moi j'irais vers le Lyriq, qui est un très beau véhicule et agréable, selon moi. Tout à fait d'accord. Et si vous ne voulez pas aller aussi loin que le Lyriq, on en a parlé aux nouvelles, le nouveau Vistik qui va arriver aussi. En plus, qui est un gros 7 passagers, mais qui est quand même va arriver. Puis il y a l'optique qui va arriver aussi du côté de chez Cadillac. Donc, il y aura beaucoup plus de choix si jamais ça vous intéresse. Monsieur Poulain veut savoir, pouvez-vous comparer la gamme Polestar au Tesla Y? Le 2, le 3 ou le 4 qui se compare au Y? Le 3, en fait. C'est le 3 qui est un VUS avec une portion comme arrière VUS coupé. C'est l'équivalent du Y. Ouais. La Polestar 2, c'est la Model 3, tout simplement. Donc, on est là-dedans. Et le 4, c'est même pas... C'est un X? Même pas, un peu moins qu'un X. Oui, c'est ça. Par contre, il faut faire attention, la Polestar 3, elle n'est pas donnée. Le prix est assez élevé, plus élevé que celui de la Tesla. Je pense que c'est là que ça va grincer les dents un petit peu. Ouais. Le Y, chez Tesla, c'est parfait, mais s'en vient le nouveau Y qui va avoir les mêmes modifications que la 3, puis que ça va vraiment faire du bien à ce modèle-là, puis ça s'en vient très bientôt. Du côté de chez Tesla, c'est peut-être ce que moi, je conseille. Rapidement, M. Simon, il veut savoir, Chevrolet Trax pour 5-6 ans, ma question est sur la fiabilité. Je fais 10 000 km par année, c'est 50-60 000 km, vous n'aurez pas de problème avec ce véhicule-là si vous faites l'entretien recommandé. Même si c'est un petit moteur, puis évidemment, à 10 000 km, vous n'aurez pas de problème.
quand tu n'as pas besoin. Quand tu n'as pas besoin de plus que ça, c'est le véhicule idéal. C'est un véhicule de ville. Bon, ben on a le temps pour un autre. D'abord, vous avez une réponse rapide, messieurs. Quelle serait l'alternative d'un Corolla Cross? Je vais commencer mon magasinage dans quelques semaines. Nissan Kicks serait probablement une alternative. C'est X30? CX-30 pourrait être intéressant aussi. Mais. Escape? Oui, peut-être. On est pas mal dans ce genre de véhicule-là. Absolument. Moi, je pense que. Kona, etc. J'ai parlé de la Kicks parce que c'est la nouveauté qui arrive avec le rouage Le intégral. Hyundai Kona est probablement... La Kia Seltos, qu'on pense jamais non plus, qui est un bon concurrent en ça. Oui. Le Hyundai Kona, mon problème, en fait, c'est l'espace de chargement intérieur qui est un peu réduit, qui me limite un peu dans mes Le suggestions. Seltos est plus... Le Kia Seltos est un concurrent un peu plus assidu. Exact. Voilà pour les questions. Merci de le faire en grand nombre. Merci, messieurs. Plaisir. C'est déjà tout. On se revoit la semaine prochaine. Bien sûr. Vous êtes présents? Oui. Promis? Promis. Toujours. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.